Bonjour, merci d'être venus relativement nombreux. On n'a pas su jusqu'à hier si les cours allaient être annulés ou non, puis finalement on les a maintenus. Voilà, alors, nous avions commencé à aborder la question des deux temples d'Asie centrale qui correspondent à l'époque de la présence grecque, Ai-Khanoum et Tartissangine. Alors voilà, je rappelle la bibliographie la plus récente. Et nous commençons donc par le grand temple d'Ai-Khanoum. En fait, il y en a un deuxième, hors les murs, sur lequel on n'a pas beaucoup d'éléments, à part qu'il y avait une triple cella, donc peut-être c'était une triade, mais on a vraiment peu d'éléments. On en a davantage sur celui-là. Alors, vous voyez tout de suite que ce n'est pas un temple grec. Conventionnellement, nous l'appelons le temple à niche indentée, en raison de l'élément principal de son décor, au moins dans le dernier état. Alors, dans la ville, il est là, il occupe donc une situation très privilégiée le long de la rue principale et très près du palais. En fait, voilà, le grand propylée d'entrée du palais est là, ça faisait un coude sur la rue, et par le temple, on accédait certainement, il y avait sans doute plusieurs accès au palais. Donc il est évident que ce temple était fréquenté par la cour quand elle était là, les rois. Il y a une enceinte de 3 côtés, avec des bâtiments, et à l'arrière, c'est ouvert. C'est ouvert en regardant vers le fleuve. Et tout de suite se pose un problème. Le nom actuel, ça fait partie de la Moudaria, c'est la Moudaria, le cours supérieur de la Moudaria. Qu'était-ce dans l'Antiquité? Alors, la Moudaria, en principe, c'est l'héritier du fleuve que les anciens appelaient l'Oxus. Voilà. Et c'est sûr qu'à partir d'ici, justement à partir de Tartissangine, ça correspond bien au cours de l'Oxus. Maintenant, se pose le problème de ce qu'était le cours supérieur de l'Oxus. La thèse traditionnelle, c'est que, comme la Moudaria, c'est tout ça, donc la cour supérieure Daria et Pange, c'était l'Oxus. Et les fouilleurs d'Ai-Khanoum ont toujours pensé que Ai-Khanoum, qui est ici, n'est-ce pas, avec ces noms antiques présumés, était sur l'Oxus. Mais il y a une vingtaine d'années, Claude Rapin et moi avons proposé un autre schéma qui d'ailleurs avait été proposé par certains historiens auparavant, enfin, notamment Barthold. C'est que, en fait, le cours supérieur de l'Oxus, c'est ce qui est considéré aujourd'hui comme un affluent qui s'y jette au niveau de Tartissangine et dont le nom actuel est Warsh. Et Warsh, c'est tout simplement le nom iranien que les Grecs ont transcrit Oxus. Donc selon nous, l'Oxus n'a jamais changé de nom, c'est bien, c'est ça. Et ici, on est en fait sur un affluent dont le nom ancien est connu, c'est l'Okos des Grecs, donc dans les sources romaines, Locus. Vous me direz, tout ça c'est très anecdotique, un fleuve en vaut bien un autre, les noms se ressemblent, pourquoi se gratter la tête avec ça? Ben non, c'est pas anecdotique, parce que ces fleuves ont des noms qui sont porteurs d'une certaine information. L'Oxus iranien, Warsh, alors je signale tout de suite que Warshou, ce ne sont pas des formes reconstruites, ce sont des formes attestées. Warshou, on l'a écrit sur le sceau, un sceau trouvé dans le trésor de l'Oxus, c'est-à-dire près du temple de Tartissangine, et c'était sans doute le sceau du temple. Donc la forme est attestée à l'époque achéménide. À l'époque médiévale et jusqu'à maintenant, ça s'est gardé. Warsh, les Grecs ont transcrit Oxos, ou avec omicron ou oméga, et étymologiquement, c'est probablement la racine
une racine indo-européenne qu'on retrouve par exemple, oui voilà, en allemand Wachsen, en anglais to wakes, c'est croître, jaillir. Donc c'est le fleuve qui a des crues soudaines. Bien. Ce qui correspond en fait assez bien à la personnalité du Warsh dans son cours supérieur. Et puis, alors à l'époque islamique, le nom du fleuve est connu, c'est pas encore connu comme Amu Darya. Pendant un certain temps, c'est connu sous le nom de Jayhoun. Alors, en fait, c'est tiré de la Bible. C'est un des 4 fleuves du paradis, le Gihon. Mais il se trouve que le Gihon, ça veut dire aussi le fleuve qui jaillit. Donc, probablement, il y a eu. C'est pas par hasard qu'on a adopté ce nom. Et puis, alors, le deuxième, ce que nous considérons, nous, comme l'affluent sur lequel se trouvait Aïr-Hanoum, c'est donc l'Okos, forme iranienne Wah, qui s'est gardée aujourd'hui dans le cours le plus haut dans le Pamir, ça s'appelle la vallée du Wahan. Donc, le nom s'est gardé aussi. Les Grecs l'ont transcrit Okos, et étymologiquement c'est Wahwi, c'est-à-dire ça correspond à un fleuve mythologique. La Wahwi d'Aïtia, la bonne rivière, et d'Aïtia semble vouloir dire la rivière au cours régulier. Donc il y aurait peut-être une opposition entre War et Warsh, le fleuve qui a des crues et le fleuve qui a un cours régulier. Alors, il est dit dans l'Avesta que la Wahwi d'Aïtia coule depuis le pays des Ariens, qui peut être identifié comme le Pamir. Et c'est exactement de là que coule le War. Et c'est pas indifférent, on nous dit que c'est au bord de l'Okos que Zoroastre, allant puiser de l'eau pour faire une libation, a eu la vision des immortels et la première révélation de ce qui allait être sa religion. Donc vous voyez, si Claude Rapin et moi avons raison, Aïr-Hanoum et son temple sont au bord d'un fleuve qui, dans la culture zoroastrienne, a des connotations sacrées. Bien, alors, à quand remonte ce temple ? D'après les dernières recherches de Lauriane Sève, dont je vous ai dit la dernière fois, donc elle prépare la publication définitive, dont elle m'a aimablement soumis le manuscrit, elle se fonde sur les trouvailles monétaires. Il se trouve qu'on a trouvé pas mal de monnaies dans la fouille du temple, qui a été faite très soigneusement, vraiment une fouille stratigraphique, qui a duré 7 ans. Ça s'est arrêté l'année avant que je n'arrive moi-même à Aïr-Hanoum en 1975, et Henri-Paul Francfort, qui avait fait les 7 ans, parlait de son septennat au temple, parce que c'était vraiment un septennat, c'était une fouille difficile. Alors, il semblerait que le souverain sous lequel le temple d'Aïr-Hanoum a été construit, d'après les monnaies, c'est Antiochos Ier. Antiochos Ier, c'est le deuxième des Séleucides. C'est le fils de Séleucos Ier, qui était un compagnon d'Alexandre. Et alors, il a un pédigré intéressant, je vous l'avais dit la dernière fois, parce que sa mère était bactrienne. Sa mère était la fille de Spitamène, qui était, bactrienne, comment dire ? Oui, bactrienne, qui était le chef des rebelles bactriens contre Alexandre. Finalement, la fille, Apama, c'est un nom qui vient des eaux sacrées, a épousé Séleucos, lequel ne l'a pas répudié, contrairement à tous les mariages forcés qu'Alexandre avait imposés à ses lieutenants. Alors, Antiochos Ier, il est attaché à ces régions parce que, évidemment, son père, assez tôt, l'a envoyé comme, en fait, son représentant dans les provinces orientales. Ça devait aller de la Mésopotamie à l'Asie centrale. Et là aussi, c'est pas par hasard. Il pouvait se prévaloir d'une légitimité locale par sa mère. Et sa mère, on sait, continue à jouer un rôle important auprès de son mari, de son fils, pendant longtemps. Donc elle fonde elle patronne des temples, etc. etc. C'est quelqu'un d'important, ta mère Apama. Alors, et vous voyez, il a quand même occupé le trône longtemps, parce qu'il est co-régent pendant à peu près 12 ans,
Ensuite, à la mort de son père, il a un règne personnel, donc on pense qu'à ce moment-là, il se rapatrie quand même davantage vers la Mésopotamie et la Syrie. Peut-être envoie-t-il un de ses fils à l'Est, mais on n'en est pas sûr. Et son règne personnel dure 20 ans. Voilà. Alors, donc, dans le contexte des successeurs d'Alexandre, avoir réussi à durer jusqu'en 260, c'est déjà un exploit. En fait, je crois que c'est pratiquement le seul des successeurs immédiats d'Alexandre qui est mort dans son lit, à part Ptolémée en Égypte. Bien. Son père, Séleucos, a fini assassiné. Voilà. Sur lui, bon, il est évident que c'est un politique avisé, et c'est évident aussi qu'il a joué sur sa légitimité bactrienne. Sur son caractère personnel, bon, on ne sait pas grand-chose. On sait qu'il était alcoolique, parce qu'on a une liste des grands souverains alcooliques de l'Antiquité. Chez les Séleucides, il y en avait à peu près 1 sur 2. Bien. Mais, bon, voilà, Alexandre l'était aussi, ça ne l'a pas empêché d'être Alexandre. Bon. Alors, apparemment, les émissions d'Antiochos qu'on trouve au temple d'Aïranoum correspondraient donc au début de son règne personnel, donc ça se serait construit vers 280, donc peut-être pas tout à fait au début de la construction de la ville. C'est sans doute pas le premier bâtiment qui a été construit. Il a d'abord fallu faire les remparts, évidemment, et puis peut-être aussi le palais. La ville peut-être aurait été fondée une dizaine d'années avant, mais là c'est très spéculatif. Alors, il se trouve que bon, il est très probablement donc, le fondateur du temple. On n'a pas son portrait dans le temple. On a des portraits qui sont peut-être royaux. Celui-là a l'air d'avoir un diadème ici, mais ça n'a pas l'air d'être lui. Bon. À Tartisanguine, on a des portraits royaux de Séleucides et de Gréco-Bactriens, dont au moins un a l'air de pouvoir s'identifier. Bien, mais c'est sans doute par hasard que son portrait, qui devait être dans le temple, ne nous est pas parvenu. Alors, le temple a connu 4 phases architecturales. Voilà. 1, 2, 5B, oui. 4 phases architecturales grecques dans sa vie qui a été d'à peu près 130 ans, suivie d'une phase de réoccupation post-grecque après 145, chute du pouvoir grec dans la ville. Alors, les périodes sont en fait numérotées à l'envers. On a commencé la période 1, en fait, c'est la dernière. Parce que, tout simplement, on ne savait pas combien de périodes on allait trouver. Donc, on a numéroté les périodes au fur et à mesure qu'on descendait. Donc, ça, c'est la plus ancienne. Et on voit que à chaque période, il y a un complexe sur la rue, de bâtiments sur la rue, le temple lui-même, qui a donc, voilà, qui changera pas beaucoup de forme, et très important, il y a toujours une chapelle latérale. Alors, aux périodes anciennes, on voit, elle est côté sud, et on voit qu'elle ouvrait avec 2 colonnes, donc elle avait une certaine monumentalité. Et puis, aux périodes plus récentes, elle est reportée du côté nord. Voilà. Mais on voit qu'en fait, c'est probablement la même chapelle qui a changé de place dans l'ensemble. Et alors, chose extrêmement importante pour l'interprétation, à toutes les périodes, il y a un cours d'eau permanent, un ruisseau, qui passe dans le temple, qui est alimenté depuis le grand canal qui alimente la ville. Et ce ruisseau a toujours été maintenu. Et dans les anciennes périodes, il passe juste devant la chapelle. Donc, ensuite, on ne l'a pas modifié. La chapelle est partie au nord, mais le cours d'eau a été maintenu. Donc ça, c'est un fait extrêmement important
pour évidemment l'interprétation des cultes. C'est évident que l'eau jouait un rôle important dans les rituels. Tous les gens qui ont travaillé sur l'interprétation de ce temple en conviennent, et ça va se retrouver dans d'autres temples en Asie centrale, sur Khotal, où là en plus c'est attesté par l'inscription, et puis à la fin à Penjikent, en Sogdiane, où là aussi on a eu une adduction d'eau permanente. Voilà. Et ce n'est pas une eau stagnante, hein, il fallait vraiment une eau pure, une eau courante. Alors le plan lui-même du temple, on n'a que les fondations au début. Alors on s'est même demandé à certains moments si c'était pas une terrasse à ciel ouvert, comme on a trouvé à l'Acropole. Aux dernières nouvelles, c'est peut-être, en fait, d'après Lorientsev, il avait plutôt le plan qu'il va garder par la suite. Donc c'est un plan vraiment assez qui ne trouve guère d'analogie en Grèce, puisque on a une cella très large en entrée. Non, excusez-moi. Une antichambre très large qui n'ouvre pas par une colonnade, et puis une cella pas très grande au milieu et 2 sacristies sur les côtés. Voilà. Tout à la fin, alors là, on n'aperçoit pas de colonne dans ces états, sauf probablement à la chapelle, ici. Mais à la fin, il semblerait qu'on a vraiment voulu donner un aspect plus grec à l'ensemble, puisque il y avait des colonnes de ce côté-là, enfin, un peu sur les 3 côtés de la cour, en fait. Voilà. Et la chapelle était probablement, ça n'a pas été construit, mais probablement c'était prévu pour que les 2 colonnes en façade de la chapelle soient intégrées dans une longue colonnade. Donc, on a voulu donner un aspect plus grec, mais quand même, ça n'a jamais affecté le bâtiment principal lui-même. La seule chose qu'on a faite, c'est que dans les phases les plus anciennes, il y avait un podium à degrés qui rappelle évidemment les terrasses à ciel ouvert dont j'ai été amené à parler, une à Aïranoum, mais il y en a ailleurs. Et dans la dernière phase, les degrés ont été masqués et il y a un podium droit. Voilà. Mais c'est clair que les grands traits, enfin, le bâtiment principal a gardé la même physionomie. Les redans, enfin, les niches indentées qu'on a sur les côtés, on n'est quand même pas sûr qu'elles existaient depuis le début, mais enfin, je crois on les a quand même, période 3, oui, c'est l'avant-dernière période, on les a déjà là. Bien. Alors, pour le reste, qu'est-ce qu'on a trouvé comme aménagement ? Il y avait un petit hôtel dans la cella, qui, je dis tout de suite, n'est pas du tout un hôtel du feu zoroastrien. Il y avait des hôtels plus grands dans la cour. Donc, ce n'est pas des hôtels du feu. Et puis, par ailleurs, des petits socles en pierre qui devaient supporter sur leur surface supérieure non lissée probablement un vase métallique. Alors, c'est pareil. Contrairement à ce qu'on trouve parfois dans les publications soviétiques, ce n'est pas des hôtels du feu. C'est destiné à porter un vase à feu qui va recevoir du parfum. Le terme technique en grec pour désigner ce type d'instrument, c'est tumiaterion. Voilà. Oui, il y en a avec des petits gradins, il y en a qui semblent imiter une sorte de petit trône. Et alors, des brûle-parfums, on en a aussi en Grèce, mais ce type de brûle-parfum, ce modèle exact en pierre, on ne l'a qu'en Bactriane. On ne l'a jamais trouvé ailleurs. Ça se prolonge après les Grecs. Il y a un endroit où on les trouve, en dehors de la Grèce, c'est à Samarie, en Judée. Oui, mais à Samarie, il y avait une garnison bactrienne. Donc, ça pourrait bien quand même être
un trait culturel très spécifiquement bactrien. Alors, il y a un élément. Alors, je dis tout de suite que les timiateria, de même que l'adduction d'eau, c'est quelque chose qu'on va retrouver à Tartis sanguine. La chapelle latérale, non. On n'a pas du tout ça au temple de Tartis sanguine. C'est évident d'après le plan qu'à toutes les phases, il y a eu un culte principal et un culte secondaire. On va essayer de... Après, il faut faire des hypothèses sur ce que c'était. Alors, un élément rituel très important, ce qu'on a de plus précis en fait sur les rituels pratiqués au temple, ce sont des pots enterrés au bas du socle. Enfin, vous voyez, voilà, ça c'est dans les phases antérieures, quand c'était encore à degrés, mais ça s'est continué quand ça a été transformé en un podium tout droit. Ce sont des pots de facture locale qui avaient contenu quelque chose. Et les analyses n'ont rien donné, ça avait contenu un liquide. Bon. Et on les trouve enterrés dans des fosses, juste au pied de la base du temple, tête en bas. Donc clairement, c'est pour que quelque chose s'écoule dans la terre. Et alors, ce qui n'est probablement pas un hasard, c'est que c'est d'un seul côté du temple. C'est de ce côté-là, et c'est le côté qui regarde le fleuve, l'eau. Donc, libation chtonienne qui pourrait être en rapport avec l'élément aquatique. Alors, ce rituel des pots enterrés, il est local. Il a une longue histoire en Asie centrale. On les trouve dès l'âge du bronze. Ça continue longtemps et c'est toujours en bordure d'une rivière. Alors, voilà, c'est les éléments de départ. Donc, on va essayer de pousser les raisonnements sur la nature des cultes qui se déroulaient ici. Alors, encore une fois, on n'a aucune inscription, donc on doit raisonner à partir de 3 éléments. Le type d'architecture, ce qui nous est parvenu de la statue de culte, d'une des statues de culte, on n'a pas celle de la chapelle, on a un bout de celle du temple principal, et le matériel, les offrandes qu'on a trouvées dans le temple. Bien. Alors l'architecture. Donc, dans la dernière phase, donc sous Eucratide, le dernier grand roi gréco-bactrien qui probablement avait fait d'Aïranoum sa capitale, qui s'appelait donc Eucratidia à ce moment-là. On ne sait pas vraiment comment elle s'appelait avant. Eucratide a dû régner d'environ 170 à 145. J'ai donc dit qu'on a renforcé le caractère grec du décor, au moins en périphérie, autour de la cour, avec les colonnes. On a peu touché au temple, mais on a malgré tout, on a mis une rangée de tuiles en bordure du toit plat, pour faire un peu grec. Mais on n'a pas mis de colonnes. Clairement, on n'a pas cherché à faire un temple grec. Alors, les niches indentées, c'est local. Elles ont une très longue histoire en Mésopotamie, ça remonte haut, mais aussi en Asie centrale. Alors, à l'âge du bronze, par exemple, les grands sanctuaires palais trouvés dans l'oasis de Merv, Togolok, Gonur, ont ce type de décor. C'est local. Bien. Le plan, ce plan assez inhabituel, dès le début, il a suscité des comparaisons. On a cherché les comparaisons et on ne les a trouvées qu'en Mésopotamie hellénisée. C'est à Doura Europos, mais ce sont des temples qui sont plus tardifs. C'est l'époque de la domination parthe, environ 1er siècle avant Jésus-Christ. Voilà, le temple d'Artémis, surtout le temple d'Artémis, ressemble assez. Et puis un temple à Assour, en Mésopotamie, d'époque post-grecque. On voit que c'est un petit peu le même type de parti pris, celle-là
une antichambre très large, mais là la celle-là est plus grande, mais il y a quand même une sacristie latérale. Bon. On a cherché de ce côté-là, et Paul Bernard avait envisagé un modèle diffusionniste, c'est-à-dire que, comme on sait qu'à l'époque séleucide, il y a des colons qui venaient de Mésopotamie, on a pensé que c'était eux qui peut-être avaient amené ça ici. Et puis, lui et Henri-Paul Francfort ont de plus en plus envisagé un élément local, donc le souvenir évidemment des terrasses à degrés, donc qu'on a fini par trouver à Iranum, et après on sait qu'il y en a une autre au moins qui ressemble beaucoup, avec ce même type de degré arrondi là, à Pachmak Tepe du côté Ouzbékistan. Ceci dit, la recherche de modèles achéménides bute sur l'absence totale de temples à images connus. Je vous ai dit les fois d'avant, on sait qu'ils existaient, mais on ne les a pas trouvés. Ce qu'on a trouvé, ce sont les 3 proto-temples du feu, pas très loin d'Aïranoum, mais qui n'ont rien en commun dans leur plan avec le plan du temple d'Aïranoum. Donc, c'est quand même, voilà, il y a quand même un élément mystérieux, il y a un chaînon qui nous manque, et on ne l'a pas trouvé. Alors, il y a une discussion maintenant sur ce qu'était l'élévation du temple. Les murs sont extrêmement épais, 3 mètres, avec des chaînages de bois qui montrent que il fallait vraiment que ce soit costaud. Ça devait supporter quelque chose qui était haut. Mais en même temps, des murs très épais, ce n'est pas du tout inhabituel dans cette architecture. Au palais d'Aïranoum, les murs font au moins 2 mètres d'épaisseur. Alors, dans Paul Bernard, dans ses diverses publications, envisageait 6 à 7 mètres de haut, en comptant le podium. Donc, c'est déjà assez élevé. Bon, maintenant, Lauriane Sève pense que c'était beaucoup plus haut, que ça aurait pu monter à 15 mètres. Et à ce moment-là, on irait chercher du côté des temples tours. Mais alors, voilà, les temples tours, il y en a en Mésopotamie. Bon. Les plus grands, c'est les ziggourats, évidemment. Il semblerait que sur les sceaux achéménides, on évoque quelque chose comme ça. Sur les monnaies des frataraka, c'est-à-dire des gouverneurs locaux qui, à un certain moment, ont régné sous suzeraineté grecque dans la région de Persépolis, on a quelque chose de ce type, un temple tour avec des merlons à degrés. Mais alors bon, la question, on pense tout de suite à 2 tours d'époque achéménide qu'on connaît bien depuis longtemps. C'est à Persépolis, la Kaaba de Zoroastre, qui est en pierre, et puis à Pasargad, le Zendan et Soleiman. Le problème, c'est qu'on ne sait pas du tout. Premièrement, on ne sait pas ce que c'était. Et deuxièmement, on n'est pas du tout sûr, contrairement à ce qui se dit parfois, que ce sont ces édifices-là qu'on a copiés ici. Bon. On a pu copier quelque chose qui ne nous est pas parvenu. Moi, j'ai tendance à penser pour la Kaaba de Zoroastre que, comme Mary Bosch, je me demande si ce n'était pas en fait un tombeau. Pourquoi ? Parce qu'on est juste au pied des grands tombeaux des Achéménides dans la falaise, à Nakhchirostam, à côté de Persépolis. Et puis, il y a visiblement une volonté d'isoler. Il y a une chambre en haut assez petite, avec des murs très épais, enfin, comme si on avait voulu un peu reconstituer les conditions qui étaient celles des grottes dans lesquelles on enterrait les souverains achéménides. Bon, alors on a dit, comme à l'époque sassanide, cet édifice est désigné par une inscription qui est portée dessus, comme Bunranag, qui veut dire maison de fondation,
on a spéculé, on a dit ah c'est là où auraient été déposés des exemplaires du livre sacré, l'Avesta ou des objets de culte, etc., etc. Bon, finalement, aux dernières nouvelles, Bunranak, ça veut dire propriété bâtie. Donc, il n'y a pas de conclusion à en tirer. Donc, bon, voilà. L'idée, l'hypothèse éventuelle d'un temple tour. En Asie centrale même, pour l'époque qui nous concerne, il n'y a pas grand-chose comme parallèle. Il y en a un à Nisa, on avait vu ça il y a quelques années. Il y a effectivement un temple tour à Nisa, d'époque donc parthe ancienne, contemporain d'Aïkhanoum. Vous voyez ce gros massif au milieu, hein, et puis tout un ensemble de corridors autour. Voilà une restitution. En fait, on ne sait pas très bien ce qu'il y avait en haut. Il y a un décor de colonnes, visiblement. On pense que ça montait à 15 mètres. Voilà. Mais ceci dit, à côté, il y a un édifice qui n'est sans doute pas un temple, qui est une salle d'audience et qui semble aussi avoir monté à 15 mètres. Donc, on est vraiment... c'est une hypothèse à envisager, mais on n'a pas grand-chose pour l'étayer. Alors, qu'est-ce qui reste de tout ça? Une chose qui est sûre, c'est que les patrons royaux du grand temple d'Aïkhanoum ont délibérément choisi de s'écarter du modèle grec, alors même que ce temple, il était à côté de leur palais. Il est évident qu'ils le fréquentaient régulièrement. Donc, il y a là un message. Il y a un message très clair qui est évidemment adressé à la population locale. Ils ont quand même... C'était pas un choix très évident que des souverains grecs décident que le temple jouxtant leur palais n'allait pas être un temple grec. Et pourtant, ils ont fait ce choix. Alors, maintenant, on resserre l'enquête. Quelle divinité est-ce qu'on pouvait bien adorer là-dedans? Alors, on a quand même... Voilà, on a quelque chose à quoi se raccrocher dans le temple principal. C'est deux morceaux qui nous sont parvenus de la statue de culte. Alors, je vous dis tout de suite, elle était gigantesque. Si on la restitue assise, elle devait bien faire 5 mètres, bon, 4-5 mètres. Elle était certainement en terre crue, avec les extrémités du corps en pierre. Alors, on a une main incomplète qui, évidemment, tenait quelque chose de cylindrique. Alors, on pense à un sceptre. Et puis, on a une sandale. Et sur cette sandale, on a la foudre. Voilà. Donc, dès le début, et ça a été l'opinion de Paul Bernard, ça a été l'opinion de tout le monde, dès le début, on a dit c'est un Zeus. Bien. Le seul qui a récemment cherché à sortir de cette identification, c'est Henri-Paul Francfort, dans un article que je vous ai mentionné au début, avec un raisonnement un petit peu compliqué, où il explique que, bon, il y a certes la foudre, mais il y a aussi une fleur, alors ça pourrait être les orages du printemps qui fertilisent le renouveau végétal, et puis on n'est pas forcément obligé de penser que c'est un homme, un dieu masculin, ça pourrait être une déesse, et finalement, il pense que ça pourrait être l'Oxus, ou Archon, hein, le fleuve, mais sous une forme féminine. Le problème, c'est qu'on n'a aucune attestation d'un Oxus féminisé. Les bases étymologiques, je ne suis pas d'accord avec les bases étymologiques du raisonnement d'Henri-Paul Francfort. Lui, il pense que voilà, cette déesse d'époque kouchane, qui est figurée comme une tuquet grecque, avec sa corne, fortuna en latin, hein, avec sa corne d'abondance, c'est écrit Ardorcho, et se référant à une ancienne étymologie de Harmata, dont l'autorité en matière philologique est quand même assez
assez douteuse, pensait que ce nom c'était Ard, donc enfin, la déesse de l'abondance, et Warsh, Oxus. Donc ce serait voilà, une déesse syncrétique qui aurait englobé les fonctions du fleuve Oxus. Bon. En fait, Umbar puis maintenant Sims Williams ont montré que Ardwarsh, c'est pas ça, c'est Ertishwarwish, la bonne Ashi, Ashi étant la grande déesse avestique de la fécondité, disons un peu en concurrence avec Anaïta. Anaïta, c'est vraiment les eaux. Et Ashi, c'est à la fois, ça veut dire la récompense. Alors, c'est à la fois l'abondance des récoltes, d'où évidemment cet attribut, mais elle a un lien très fort aussi avec la rétribution dans l'au-delà. Voilà. En plus, en bactrien, Warsh se transcrit Warsho et pas Orsho. Donc, moi, je pense que ce n'est pas une piste à retenir. Alors, donc, accrochons-nous à Zeus. Bien. Ce qui, évidemment, on va être amené à en reparler, ne veut pas dire que c'était que Zeus. C'est pas parce qu'il avait l'aspect d'un Zeus que tout le monde le considérait comme Zeus. Alors, maintenant, les offrandes. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Alors, il faut tout de suite savoir que le temple tel qu'on l'a trouvé, c'est quand même un édifice qui a été réoccupé, pillé, même si le culte a pu se poursuivre un certain temps, il a quand même fini en ferme et en entrepôt. Et du coup, le matériel qu'on a trouvé dans le temple n'en provenait pas forcément entièrement à l'origine. Ça a pu récupérer du matériel, par exemple, trouvé au palais. Ceci dit, on a par exemple, ça c'est quand même assez intéressant, dans la chapelle, enfin, disons qu'on a trouvé 2 ramures de cervidés, entières, bien. Donc, apparemment plutôt un trophée, une offrande, bien, dont une dans la chapelle. Or, la déesse qui se fait sacrifier des biches et des cerfs, c'est Artémis. Donc ça orienterait vers, au moins pour le culte secondaire, une Artémis ou une déesse de la nature qui pouvait lui être assimilée. Et puis, surtout, on a ça, c'est-à-dire une plaque qui a été trouvée dans un contexte, dans le temple, dans un contexte de pillage. Elle était cachée entre 2 fonds de jarre. Visiblement, quelqu'un l'avait volée, l'avait cachée et n'est jamais revenu pour la récupérer. C'était évidemment pas un dévot. Enfin, oui, on peut toujours supposer un dévot local qui a voulu la sauver. C'est surtout parce qu'elle était en argent doré. Bien. C'est ce qu'on appelle la plaque de Cybèle, parce qu'évidemment, c'est comme ça qu'on a, dès le début, identifié la déesse. Donc, elle nous montre la déesse Cybèle en forme de statue qui nous fait face, drapée à la grecque, dans un himation, avec la main qui sort. Une Nike à l'avant, donc déesse de la victoire, avec son bouclier. Elle est dans son char qui est tiré par des lions. Bien. Et elle est accompagnée de 2 prêtres, un derrière qui tient un parasol et un sur un autel à degrés qui fait un sacrifice. Et en haut, 3 symboles astraux. Un soleil, disons à la grecque, la lune et une étoile. Et ça se passe dans un décor de montagne. Alors tout ça, évidemment, évoque Cybèle, déesse anatolienne à l'origine hittite, dont le culte s'était finalement centré surtout à Pessinonte, en Galatie, près de l'actuelle Ankara, d'où il a été solennellement importé à Rome en 202 avant Jésus-Christ, dans un contexte de crise morale liée à la Deuxième Guerre punique. On a voulu attirer sur le peuple romain la protection de cette déesse très prestigieuse, qui en même temps était complètement étrangère au culte romain.
Alors, Cybèle est supposée se promener dans son char dans les montagnes de l'Anatolie. Elle est liée aux astres. Elle a des prêtres qui sont des prêtres d'allure plutôt syrienne et mésopotamienne. Et son char est tiré par des lions. Alors, il y aurait en fait une alternative, mais c'est une déesse qui a en fait exactement les mêmes caractères iconographiques. C'est Atargatis, la grande déesse du nord de la Syrie. Mais la seule dont le char soit tiré par des lions, c'est Cybèle. Donc tout le monde a fini par tomber d'accord enfin presque tout le monde est tombé d'accord que c'était Cybèle. Alors, qu'est-ce qui nous est montré là? Est-ce que c'est une épiphanie, c'est-à-dire une apparition miraculeuse, ou est-ce que c'est une procession réelle? Parce qu'on sait qu'il y avait des processions du char de Cybèle à Rome et ailleurs. Bien. Alors, c'est difficile à dire, probablement un mélange des deux, parce que on n'imagine quand même pas qu'à Rome, on faisait tirer le char de Cybèle par des lions. Il aurait pu y avoir des simulacres. Bon, voilà. Voilà ce qu'on voit, par exemple, sur cette statuette en bronze du IIe siècle après Jésus-Christ du Metropolitan Museum. Cybèle dans son char, et des lions. Alors là, à Rome, au IIe siècle de notre ère, ils avaient quand même peut-être les moyens de faire venir des lions. Bon. Ça nous est décrit, la première description littéraire qu'on a de Cybèle, de la procession de Cybèle dans un char tiré par des lions, c'est à Rome le poète Lucrèce qui meurt en 55 avant Jésus-Christ. Donc c'est tout de même, ça doit remonter à des usages plus anciens, peut-être même à ce qui se faisait au moment même où on a introduit la déesse à Rome en 202 avant. Alors, ce type, il y a des modèles, cette composition a des modèles iconographiques. Voilà une monnaie de Sidon, hein, aujourd'hui, enfin, disons en Phénicie, où ce n'est pas des lions, c'est des chevaux, mais on a la procession, on promène la statue d'un dieu, qui est en fait le Baal local. Là, ce n'est pas la déesse de la victoire, mais c'est un cocher. Et là, on a un prêtre qui tient un rameau, qui rappelle, c'est quand même très proche de... Ici, on a le prêtre qui tient un parasol. Bien. Et puis, voici donc l'iconographie de Cybèle dans son char au lion est quand même rare avant l'époque romaine, mais malgré tout, voilà une plaque d'argent trouvée à Olynte. Ça date d'avant 337. On en est sûr, la ville a été détruite au moment d'Alexandre. Et on a déjà pas mal d'éléments communs avec notre plaque. Cybèle dans son char, sauf qu'elle n'a pas de cocher. Oui, non, elle a quand même un cocher ici. La déesse de la victoire qui est en l'air au lieu d'être dans le char, le symbole astral, le prêtre qui marche devant avec son bonnet pointu. On n'a pas le décor montagneux, mais il est vaguement quand même évoqué par cette végétation ici. Donc, on voit là les modèles. Alors, donc, on n'a pas beaucoup de documents relais, mais malgré tout, on peut supposer que cette iconographie qui s'était formée, disons, dans la zone Syrie, Anatolie orientale, Haute Mésopotamie, peut-être un peu avant l'époque d'Alexandre, se serait diffusée simultanément à la fois à l'ouest, où elle finit donc par atteindre Rome, et puis à l'est, en Bactriane. Alors quand il se trouve que il y a des liens, au début de l'époque séleucide, des liens assez étroits, familiaux, entre la Syrie et la Bactriane. Bon, la capitale principale des rois séleucides, c'est Antioche, en Syrie, mais surtout, il se trouve que Apama, la mère d'Antiochos Ier, est active en Syrie, puisque une ville a été fondée
en son honneur. Et cette ville, c'est Apamée, hein, aujourd'hui le grand site archéologique d'Apamée. Donc, ça a pu circuler. Voilà, ça a pu circuler. Alors, cette plaque a-t-elle été faite localement ou est-ce une importation? Il est impossible de répondre. Le seul élément qui pourrait être local, c'est ce petit brûle-parfum qui ressemble beaucoup à ceux en pierre qu'on a trouvés donc dans le temple d'Aïranoum, mais vu la faible taille de l'objet, c'est quand même pas, totalement convaincant. Ce qui est sûr, et là c'est un fait nouveau qu'on a depuis peu, on a cru pendant très longtemps que c'était une offrande complètement isolée dans le temple d'Aïranoum. Or, elle ne l'est pas. À Tartissanguine, on a l'autre temple dont on va être amené à parler plus tard, on a la sœur de cette plaque. Simplement, on n'a trouvé qu'une patte de lion, le soleil et un morceau de roue du char. Mais ça permet de dire que... Et c'est visiblement pas une réplique, c'est pas du même atelier. Mais il y avait ce même type d'objet au temple de Tartissanguine. Et puis, depuis, on a maintenant... Voilà. On a un plat d'époque gréco-bactrienne de la collection Al-Saba au Koweït qui, visiblement, représente la même déesse. De face, vous voyez, là c'est le détail sur la plaque d'Aïranoum, et voilà le détail sur la plaque Al-Saba. Et en fait, on distingue ici que sur son bonnet, il y a des créneaux, vous voyez. Et ce n'est pas impossible, on les a ici plutôt décrits comme un décor végétal, mais ce n'est pas impossible en fait qu'il s'agisse aussi de créneaux. Donc cette image n'est pas isolée. Et puis alors il y a un autre exemple qu'a trouvé Henri-Paul Francfort, vraiment très curieux. C'est une monnaie d'un roi bactrien, mais elle est frappée en Inde, enfin au Gandhara. C'est Agathocle, sur le revers, la déesse n'est pas nommée, mais on a ici une déesse avec un bonnet pointé et qui fait le même geste de la main pliée dans son manteau qu'on a avec la cybèle d'Aïranoum. Et ce qui est curieux, mais bon, voilà, c'est l'exemple unique, c'est que de l'autre côté, c'est un Zeus à la corne d'abondance. Donc on aurait ici les deux personnalités divines qu'on arrive à identifier dans le temple d'Aïranoum. Agathocle, c'est un personnage assez curieux. C'est le seul roi grec de Bactriane qui, en Inde, a fait figurer des dieux indiens, représentés à la manière indienne. Alors, il semble avoir eu une grande ouverture, enfin, voilà, une grande volonté d'ouverture vers les cultes locaux. Et il se trouve que c'est sur une de ces monnaies qu'on a ces deux divinités. Et son règne est contemporain, disons, de très peu antérieur à la dernière phase du temple d'Aïranoum. Et puis alors, on a aussi encore autre chose, mais là, c'est à utiliser très prudemment. On a plus tard, milieu du 1er siècle de notre ère, une autre image de statue de déesse qui nous fait face, qui est dans un char. C'est à Khalchayan, le pavillon royal couchant ancien, avec des sculptures de terre crue, dont vous avez vu des parties à l'exposition du Louvre. Ce qui est à l'exposition du Louvre, c'est ce personnage-là. Voilà, le prince qui tient ce qui semble être un trophée, une armure. Alors, la déesse, Pougatchenkova l'a restituée dans un char attelé avec 2 chevaux. En fait, on ne sait pas du tout ce qu'il y avait. On aimerait bien dire que c'était des lions, mais dans les fragments trouvés à Khalchayan, on n'a pas de pattes d'œufs, on n'a pas de morceaux de lion. Alors, peut-être tout simplement le char était dételé. Voilà. Et d'après certaines hypothèses récentes, il y aurait ici là un encadrement de portes
Donc ça pourrait montrer la dédicace de la statue d'une déesse dans un temple pour célébrer une victoire sur des ennemis. Et donc ici, on aurait le prince qui vient apporter son trophée. J'ai tendance à penser, à voir les choses comme ça. Alors évidemment, est-ce la même, est-ce encore si belle? Le schéma iconographique ressemble, ceci dit, il y a d'autres déesses au char dans la mythologie proprement zoroastrienne. Alors, continuons le raisonnement sur les cultes, avant d'en venir à la question des assimilations syncrétiques. Zeus n'est-il que Zeus? Cybèle n'est-elle que Cybèle? Je reviens sur cette question du rituel avec les peaux enterrées, qui est quand même, c'est ce qu'on a de plus précis en matière de pratique cultuelle au temple d'Aïranoum, et en même temps, c'est original. On n'a pas ça en Grèce, et là, ça a l'air d'être une pratique vraiment locale. Alors, ce qui, dans les textes, se rapproche le plus de cette pratique, c'est un passage de Strabon qui nous parle des Zoroastriens de Cappadoce, parce qu'il se trouve que c'était son pays, voilà. Et donc il les a vus. Strabon était lui-même bien informé sur leur pratique, car il était issu du milieu sacerdotal local de la Cappadoce. Pour le sacrifice à l'eau, ils vont à un lac, une rivière ou une source. Ils creusent une tranchée et sacrifient la victime sur elle, en ayant soin de ce que l'eau voisine ne soit aucunement souillée de sang, car cela la rendrait impure. Ça rappelle assez donc nos peaux enterrées d'Aïranoum, qui pourraient être destinées ultimement à la rivière qui est en face, et qui en sont quand même éloignées, et les libations coulent dans la terre. Et puis on a autre chose, à nouveau sous un angle zoroastrien. Dans l'hymne à la déesse des Anaïta, la déesse des eaux, elle dit que on dit que deux héros du passé lui ont sacrifié près d'une rivière. Ils lui ont sacrifié des chevaux, des bœufs et des moutons. Alors, ces deux héros, ce sont Wishtaspa, le protecteur de Zoroastre, qui a sacrifié près du Phras d'Anawa. Alors, on ne dit pas dans le, on dit près du. Donc, ça rappelle le texte de Strabon. On ne souille pas les os avec le sang du sacrifice. On sacrifie à côté. Alors, le Phras d'Anawa, traditionnellement, c'est identifié avec un lac au Séistan. Et, alors là, on se rapproche curieusement d'Aïranoum, le frère de Wishtaspa, Zairi Vairi, qui va plus tard devenir Zarer dans la littérature zoroastrienne, il a sacrifié près de la Varvi d'Aïtia, c'est-à-dire, selon les raisonnements étymologiques, Locus, la rivière qui passe à côté d'Aïranoum. Donc là, voilà. À côté de cette rivière, un héros iranien du passé a sacrifié à la déesse des eaux, Anaïta. Est-ce que osera-t-on dire que c'est parce que c'est cette rivière qui passe à côté qu'on y fait ce type de sacrifice? Bon. Alors, j'aborde maintenant la question, mais qu'on ne va pas épuiser aujourd'hui, évidemment la question fondamentale du Zeus. Voilà. Il y a eu plusieurs candidats à une identification locale. Tour à tour, on a proposé Ahura Mazda, Mitra, Bel, Hadad, le dieu sémitique de l'orage, Loxus, et Vayu, le dieu iranien de l'atmosphère. Bon, comme vous voyez, ça se bouscule, et si ça se bouscule, c'est que la réponse n'est pas évidente. Bien. Bon, dès qu'on a trouvé les fragments,
la réflexion de Paul Bernard s'est orientée vers l'idée d'une divinité syncrétique qui paraissait appelée par le caractère non grec de l'architecture du temple. Alors, il faut savoir, quand on se lance dans ce jeu d'assimilation, il y a quelque chose qu'on a un peu trop tendance à oublier, c'est que tout le monde ne faisait pas forcément les mêmes assimilations. C'est-à-dire que le grand temple d'Aïr-Khanoum, qui était l'une des plus grandes villes de la Bactriane et qui, à la fin, est sans doute capitale d'empire, ne recevait évidemment des visiteurs de plusieurs origines. Il y avait des Grecs, il y avait des Bactriens locaux, mais il n'y avait pas que ça. Et donc, les assimilations pouvaient être différentes selon la nature des visiteurs. Bien. Alors, le premier candidat auquel a pensé Paul Bernard, dès le moment où il a publié ces morceaux de sculpture, c'est Ahura Mazda, le grand dieu zoroastrien. Pourquoi Ahura Mazda? Bon, parce que c'est le seul dieu iranien qui, dans la littérature, est assimilé à Zeus. On voit très bien que quand Hérodote dit il ne sacrifiait au départ qu'à Zeus, auquel il donnait, dont il donnait le nom à l'ensemble de la voûte céleste, il veut dire Ahura Mazda. Tout le monde savait que Ahura Mazda chez les Iraniens, ça veut dire Zeus en grec. Bien. Voilà. Ensuite, je suis arrivé en 1992 et j'ai proposé autre chose dans un article qui s'appelle... J'ai proposé Mitra, dans un article qui s'appelle Mitra au temple principal d'Aïr-Khanoum. Point d'interrogation. Cet article a eu un crédit qu'aujourd'hui je trouve peut-être un peu excessif, parce qu'en fait, j'y crois plus tellement. Bien. Mais, je suis parti du fait que, d'ailleurs, ce n'est pas moi qui avais trouvé ça, que sur certaines monnaies des rois grecs de Bactriane, des monnaies d'ailleurs émises, oui, celle-là est encore émise en Bactriane, et puis d'autres après sont émises en Inde, au Gandhara. On a incontestablement un Zeus assis qui tient un sceptre, voilà, mais ce Zeus a des rayons. Bien. Normalement, quand Zeus a des rayons, c'est qu'il est identifié à une divinité non grecque qui a un rapport avec le soleil. Alors, comme il se trouve que sur certaines monnaies, il donne l'impression d'avoir un petit bonnet pointu, on a pensé qu'en fait, ce Zeus, ça pourrait être un Zeus Mitra. Bon. Il se trouve, voilà Mitra au monument du Nimrud Dag en Turquie. Vous voyez qu'il a le bonnet pointu et des rayons. Ça reste une possibilité. Ça reste une possibilité. Plus tard, il se trouve que les images centra-asiatiques de Mitra qu'on aura par la suite n'auront pas vraiment d'éléments communs avec Zeus. Alors, à l'époque, je m'étais fondé sur le fait que sur des monnaies plus tardives, Kushano-Sassanides, voilà Mitra qui est nommé, on l'appelle Mitra, sur un trône, il a une barbe. Alors je m'étais dit, le type de Zeus a pu continuer. Mais ils sont tous barbus. Voilà. Tous les dieux sont barbus à cette époque. Donc, ça reste une possibilité, mais à vrai dire, le culte de Mitra, c'est plutôt sur les hauteurs qu'on l'attend. C'est le dieu du soleil levant. Et à l'endroit où est le temple d'Aïr-Khanoum, le soleil levant, on attend longtemps avant de le voir apparaître. Il apparaît tardivement dans la matinée. Ce n'est pas vraiment l'endroit où on l'attendrait. Et puis le rituel avec les peaux enterrées aussi, ça paraît pas très très évident. Mais mon idée a quand même, duré parce que par exemple, Paul Bernard l'avait adopté.
Et dans cette restitution qui a été assez diffusée et très bonne du temple d'Aïranoum par Guy Lécuyot, sous mon influence, peut-être fatale, le Zeus du temple d'Aïranoum est doté d'un diadème avec des rayons solaires, dont on n'a pas évidemment retrouvé un centimètre. Ça sort entièrement de mon article. Bon, voilà. Donc, nous continuerons cette recherche des assimilations dans le prochain cours, et puis on abordera ensuite la question du deuxième grand temple d'époque grecque, qui est Artis Sanguine. Je vous remercie.